L'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan doivent nourrir le discours vers la construction de la paix, la coopération, la coexistence mutuelle et le développement sans se nuire. La présidente de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Sahle-Work Zewde, qui a participé à l'équipe nationale de basketball en fauteuil roulant, a déclaré que le handicap ne veut rien dire. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi Aïda Garamo avec le journal du 21 janvier. L'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan doivent nourrir le discours vers la construction de la paix, la coopération, la coexistence mutuelle et le développement sans se nuire. Le Nil en général et le projet de DEG et en particulier sont opportuns pour un objectif aussi élevé, a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed. Le Premier ministre l'a dit dans une déclaration qu'il a fait concernant le méga barrage de 4,5 milliards de dollars sur le Nil bleu. Alinta Ebarou nous présente les détails. L'Éthiopie a l'ambition de construire une économie moderne basée sur l'agriculture, la fabrication et l'industrie. Il s'est engagé à développer des infrastructures sociales avec une éducation de qualité, des systèmes de santé et l'approvisionnement en eau potable pour sa population. L'Éthiopie vise également à favoriser un environnement propre capable de séquestrer le carbone et d'émettre zéro carbone net, maintenir la diversité biologique et construire un écosystème résilient qui ne soit pas exposé aux vulnérabilités climatiques. La clé pour réaliser de telles ambitions est cependant ancrée dans l'énergie. Pour l'Éthiopie, l'avantage le plus comparatif dans ses besoins de production d'énergie et d'hydroélectricité, car elle bénéficie à la fois de la topographie et des ressources en eau. L'électricité est une infrastructure de base qui manque en Éthiopie et plus de 53% de mes concitoyens, soit environ 60 millions de personnes, n'y ont pas accès. Sans électricité, aucun pays n'a jamais réussi à vaincre la pauvreté, à générer une croissance inclusive, à assurer une vie digne à ses citoyens et à atteindre un développement économique, social et environnemental durable. C'est pourquoi l'Éthiopie estime que les eaux du Nil peuvent être développées de manière raisonnable et équitable au profit de tous les habitants des pays riverains sans causer de dommages importants. Le grand barrage de la Renaissance éthiopienne est un bon exemple démonstratif du principe de coopération. Le barrage a été construit grâce à la contribution sérieuse de tous les citoyens éthiopiens et présente de multiples avantages pour les deux pays en aval du Soudan et de l'Égypte, ainsi que pour la région de l'Afrique de l'Est sans ensemble. Un grand volume de la masse d'eau du Nil, représentant environ 85%, provient des hautes terres d'Éthiopie. En tant que ressource transfrontalière, cette eau traverse l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte. Le côté éthiopien provient des afflux des fleuves Abay, Barrow et Amman. Le grand barrage de la Renaissance éthiopienne des fleuves Abay, Barrow et Tekeze, tandis que les 15% restants du Nil proviennent d'autres pays riverains du Nil en amont. Le grand barrage de la Renaissance éthiopienne est en construction près de la frontière avec le Soudan, où tous les afflux de l'Abay rejoignent leur cours principal du fleuve. Cela rend par conséquent l'emplacement idéal pour maximiser la production d'électricité. La fonction majeure du grand barrage de la Renaissance éthiopienne est de gérer le débit très variable de l'Abay et de produire 15 700 gigawatts d'électricité par an, car pour l'Éthiopie, l'électricité reste une ressource qui manque énormément, une grande quantité du débit. Environ 95% se produit dans les 4 mois suivant la saison des pluies et pendant le reste de l'année. La puissante Abay coule comme une petite rivière. Le barrage est nécessaire pour réguler ce débit variable en réduisant les inondations et en augmentant le débit. L'intention de l'Éthiopie dans la construction du grand barrage est de permettre la fonction de régulation afin que la production d'électricité à partir de l'infrastructure soit uniforme tout au long de l'année.
Cela signifie qu'en tant que barrage hydroélectrique, le grand barrage ne consomme pas d'eau. Au contraire, l'eau continue de couler en aval sans interruption. Les avantages pour les pays en aval sont souvent incalculables. Au Soudan, par exemple, le grand barrage offre une protection suffisante contre les inondations dévastatrices et les effets de la pénurie d'eau pendant la sécheresse et les périodes sèches. Il aiderait les infrastructures hydrauliques soudanaises à être exploitées de manière optimale car elles reçoivent un débit régulé. Cela signifie que davantage d'électricité pourrait être générée à partir des infrastructures existantes et que de l'eau adéquate et régulière pourrait couler dans la rivière en aval tout au long de l'année pour permettre un approvisionnement en eau fiable pour les personnes, l'agriculture et l'écologie. Le grand barrage de la Renaissance éthiopienne apporte également plus d'énergie au système déjà interconnecté du Soudan et de l'Éthiopie ainsi qu'à d'autres. L'Égypte bénéficie également de la conservation de l'eau au niveau du grand barrage au lieu de gaspillage de milliards de mètres cubes d'eau par évaporation et dans les plaines inondables en aval. Le grand barrage contribue également à prévenir les futurs déversements qui débordent le barrage d'Asso. À l'échelle mondiale et dans la région du Nil, le grand barrage de la Renaissance éthiopienne en tant que source d'énergie renouvelable propre aiderait à réduire les émissions qui pourraient éviter jusqu'à 10,6 millions de tonnes de gaz à effet de serre si elle était produite à partir du carburant, de charbon ou de centrales à gaz. Par conséquent, le développement du grand barrage de la Renaissance éthiopienne joue un rôle important dans la réalisation et l'augmentation de la part de production d'énergie renouvelable vers l'objectif 7 de développement durable. Et une meilleure gestion de l'eau de l'objectif de 6 des ODD ainsi que pour atteindre de nombreuses cibles de l'agenda 2063 de l'Afrique. Pour la région du Nil et pour tous ses citoyens, le grand barrage a un potentiel de stabilisation du mix énergétique. L'hydroélectricité, en raison de sa nature d'exploitation flexible et de sa pertinence, peut être mise en service en quelques. Alors que les facteurs négatifs perçus ont été rendus plus visibles dans le discours sur le grand barrage, les attributs positifs l'emportent plutôt sur la rhétorique opposée et minimisent le potentiel de coopération pour atténuer les facteurs négatifs, si de tels facteurs existent. Il est temps que nos trois pays, l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan, nourrissent le récit de la construction de la paix, de la coopération, de la coexistence mutuelle et du développement de tous nos peuples sans se nuire les uns les autres. Le Nil en général et le projet du grand barrage de la Renaissance éthiopienne en particulier sont opportunes pour un objectif aussi élevé. Que Dieu bénisse l'Éthiopie et son peuple. La présidente de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Sahle-Work Zewde, qui a participé à l'équipe nationale de basketball en fauteuil roulant, a déclaré que le handicap ne veut rien dire. L'équipe nationale éthiopienne de football se prépare à participer pour la première fois au 11e tournoi africain de basketball au fauteuil roulant. Le tournoi, qui mettra en vedette 6 hommes et 4 femmes de 4 pays, accueillera le 14e championnat du monde de basketball en fauteuil roulant qui se tiendra à Dubaï. Les joueurs de deux sexes qui prépareraient pour la compétition au centre de la jeunesse et des sports de 4 kg ont été reçus en présence de la présidente Sahle-Work. La présidente Sahle-Work Zewde a encouragé les joueurs à nouer de bons liens de fraternité avec les 5 pays africains qui viendront en Éthiopie pour le tournoi et à se lever pour remporter le tournoi dans l'esprit du possible. Le ministre de la Culture et des Sports du FDRE, Kadjala Merdassa, et le ministre d'État au sport, Mesfen Charanet, ont également assisté à l'événement. L'Algérie, l'Afrique du Sud, le Kenya, l'Égypte et la République démocratique du Congo prendront part au tournoi féminin qui débutera le dimanche 23 janvier selon l'AMN.
Lors de la 4e réunion ordinaire, le Conseil des ministres a discuté de diverses questions et adopté des résolutions. Suivant les détails. Lors de sa 4e réunion ordinaire tenue hier, le Conseil des ministres a discuté de diverses questions et adopté des résolutions. La Chambre a d'abord débattu du projet de règlement déterminant l'organisation, les attributions et les fonctions des services de communication de l'État, la nécessité d'établir un système de communication publique accessible et actualisé de manière coordonnée et lisible, ainsi qu'un système dans lequel les citoyens peuvent participer efficacement au processus de développement national et de démocratie inclusive et contribuer au niveau chapitre la transformation nationale et la prospérité. En conséquence, un projet de règlement régissant l'organisation, l'autorité et la fonction du service a été préparé et a soumis à la Chambre. Le Conseil a discuté en détail du règlement et a décidé de le mettre en œuvre le 12 janvier 2014. La Chambre a ensuite examiné le projet de proclamation sur le transport routier. Par conséquent, afin de renforcer davantage de contributions des services de transport routier au développement économique et social de notre pays, il est nécessaire de veiller à ce que le secteur soit sûr, coordonné, moderne et sûr. La Chambre a décidé de discuter du projet de proclamation et de le soumettre à la Chambre des représentants du peuple pour approbation. Le projet de règlement instituant des services de fonds de sécurité et d'assurance routière est un autre point à l'ordre du jour de la Chambre. L'absence d'un cadre structurel solide pour la sécurité routière est considérée comme l'un des principaux problèmes de sécurité routière dans notre pays. Compte tenu de la situation actuelle, les activités de sécurité routière sont fragmentées entre les ministres des Transports et de la dialogue et diverses structures de transport. Des améliorations ont été apportées. Par conséquent, un projet de règlement censé résoudre des problèmes du secteur a été soumis à la Chambre et à la Chambre a discuté du règlement et de ressources supplémentaires et a décidé de le mettre en œuvre dès le jour de sa publication de Nagarit Gazeta. Ensuite, le Conseil a discuté du projet de règlement sur la certification du permis de conduire qui est l'une des questions clés pour le développement d'un transport routier efficace et sûr. Un projet de règlement a été préparé et soumis à la Chambre car il doit clairement clarifier les fonctions et les responsabilités des parties directement concernées. Le Conseil a discuté du règlement et des ressources supplémentaires a décidé de le mettre en œuvre dès les jours de sa publication dans le journal Nagarit. Un projet de règlement a été rédigé et soumis à la Chambre en raison de la nécessité d'un cadre juridique opportun car la limitation de vitesse des véhicules de 109/60 A n'est pas en mesure de réglementer les flux et de trafic actuels, le développement des routes et le comportement des conducteurs. Le Conseil a discuté du règlement et des ressources supplémentaires et a décidé de le mettre en œuvre dès le jour de sa publication dans le journal Nagarit. Ensuite, le Conseil a discuté du projet de règlement pour déterminer et contrôler le poids et la taille des véhicules afin de minimiser les risques de blessures et de dommages. Un projet de règlement a été préparé et soumis à la Chambre afin d'éliminer les dangers potentiels pour la sécurité routière et d'accélérer la croissance rapide du trafic dans notre pays. Le Conseil a discuté du règlement et des ressources supplémentaires et a décidé de le mettre en œuvre dès le jour de sa publication dans le journal Nagarit. Ensuite, le Conseil a examiné le projet règlement pour le rétablissement du service public de transport qui devait fournir des services de transport aux résidents d'Addis Abeba à un trafic réduit. Enfin, d'élargir l'accès
au service pour fournir un système à temps plein aux résidents d'Addis Abeba. Un projet de règlement a été préparé pour modifier le règlement numéro 298/2006, car il convient que les employés vivant dans les villes autour d'Addis Abeba bénéficient du service. Le Conseil a discuté du règlement et des ressources supplémentaires et a décidé de le mettre en offre dès le jour de sa publication dans le journal Nagarit. La dernière décision prise par les dirigeants africains de choisir Addis Abeba comme lieu de la prochaine 35e session ordinaire de l'Assemblée de l'Union africaine est une victoire diplomatique importante pour l'Éthiopie et les Éthiopiens. La remarque est venue ici lorsque le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Dina Mufti, a informé les médias des questions d'actualité. Il convient de rappeler que l'Occident et ses alliés ont tout fait pour dépouiller d'Addis Abeba de son importance en tant que centre de conférence, alors que la destruction gratuite des civils par le TPLF et son invasion faisaient rage. L'Occident a tenté d'aider le groupe avec des ouvertures diplomatiques, comme sapait le rôle d'Addis Abeba en tant que siège de l'Union africaine et d'autres organisations continentales. Des efforts vigoureux étaient en cours pour éloigner le lieu du prochain 35e sommet de l'Union africaine d'Addis Abeba ou le limiter à une réunion virtuelle afin qu'Addis Abeba perde son statut de centre de conférence viable. Selon Dina, certaines nations qui ont pris part au complot visant à aller éloigner la capitale de l'Union africaine d'Addis Abeba utilisent le Covid-19 comme prétexte. Lorsque l'invasion du TPLF semblait prendre plus de terrain, ces nations ont ajouté à la liste l'insécurité et les fausses alertes de certaines ambassades et organisations internationales sapent davantage Addis Abeba. Malgré les efforts pour empêcher la réunion d'avoir lieu à Addis Abeba ou pour la limiter à un événement virtuel, les dirigeants africains ont pris le stratégème et ont décidé d'autoriser Addis Abeba à accueillir la réunion. Cela montre que l'Éthiopie est toujours une destination privilégiée pour la conférence continentale et autres conférences internationales, a déclaré l'ambassadeur. Il convient de rappeler que le Premier ministre Abiy a déclaré que l'accueil de la réunion créera des opportunités pour l'Éthiopie et réaffirmer sa position pour l'agenda africain et de montrer pratiquement le bon statut de l'Éthiopie à nos alliés africains. Un membre de la diaspora éthiopienne a exhorté la communauté de la diaspora à poursuivre le mouvement #NoMore jusqu'à ce que le mouvement apporte des changements politiques solides. S'adressant à ETV, Ayale Hundessa, président du conseil d'administration de Save Ethiopia, a en outre félicité la diaspora pour avoir aidé à contrecarrer les efforts de certains pays visant à éloigner les centres de conférence d'Addis Abeba. Le bloc occidental est intervenu dans les affaires intérieures de l'Éthiopie en soutenant le terroriste TPLF. Certains développements récents tels que la radiation de l'Éthiopie de l'AGOA et la remise en cause du statut d'Addis Abeba en tant que centre de conférence pourraient être cités comme certaines des pressions économiques et politiques exercées par l'Occident et ses alliés. Cependant, la lutte vigoureuse menée par la diaspora éthiopienne a contribué à envoyer des ondes de choc dans certains quartiers occidentaux. Avec la renaissance du panafricanisme, Addis Abeba est choisi pour accueillir le prochain sommet de l'Union africaine après de nombreux défis. Le fruit du mouvement #NoMore de la communauté de la diaspora et le travail acharné du gouvernement éthiopien ont permis au sommet de l'Union africaine d'avoir lieu en Éthiopie. Président du conseil d'administration de Save Ethiopia, Sydney, Australie, il a exhorté la communauté de la diaspora à poursuivre le mouvement #NoMore jusqu'à ce que le mouvement apporte des changements politiques solides. Ayale a en outre exhorté le gouvernement à tenir compte des intérêts des Éthiopiens afin de stabiliser le bouleversement politique et économique. Il a déclaré que si le gouvernement jouait son rôle pour forger une plus grande unité contre les Éthiopiens, l'initiative contribuerait à éviter de nouvelles tentatives de l'Occident de jouer ses tactiques de torsion des bras contre l'Éthiopie.
Le chef de l'État régional de Gambela, Oumod Oudjoulou, a déclaré que les mesures de sécurité seront renforcées dans l'État. La commission de police régionale a visité le centre de formation de la police des forces spéciales au centre de formation de la police de Bonga. Il a déclaré que la structure de sécurité sera renforcée pour mener à bien la campagne de survie en cours en tant que nation. Il a déclaré que les forces de sécurité de l'État remplissaient une mission nationale majeure en assurant les frontières du pays et la paix dans la région. Les stratégères ont également appelé les membres des forces spéciales à jouer leur rôle dans le forcement de la paix de la région. Le commissaire de la police d'État, Ouboula Obong, a pour sa part déclaré que beaucoup de travail était fait pour renforcer les forces de sécurité dans la période post-transition et leur fournir une formation militaire de base. Le chef du bureau de l'administration de la paix et de la sécurité de l'État, Ben Wew, a déclaré à l'occasion que la région avait une grande frontière et qu'en les crimes commis par la tribu du Mourlé au Soudan du Sud, il y avait aussi des armes illégales et le trafic d'êtres humains. Selon des informations obtenues de la presse régionale, les forces spéciales, les forces de sécurité régulières et les milices travaillent à construire une paix sûre dans les régions et prévenir ces crimes frontaliers et les forces anti-paix internes. Coffee Anti-Authority affirme avoir gagné 578 millions de dollars grâce aux exportations de café au cours des 6 derniers mois. La performance est au-delà de la mesure et des revenus, a déclaré le responsable. Le directeur général de l'autorité, le Dr Adounia Dabala, a déclaré à l'ENA « La production et les revenus du café ont augmenté au cours des 3 dernières années grâce aux réformes politiques dans le secteur. » Ils ont également mentionné que la réforme politique a joué un rôle important dans la résolution du problème profondément enraciné du système de commercialisation du café. Citant de bonnes performances au cours des 6 premiers mois de l'exercice en cours, il a déclaré que 148 882 tonnes de café avaient été gagnées au cours des 6 premiers mois de cet exercice budgétaire, rapportant 578 millions de dollars. Il a déclaré que la performance était de 57 000 tonnes de plus qu'à la même période de l'an dernier. Il a déclaré que le plan est de 20% plus élevé que le plan en termes de revenus et il est en hausse de 274 millions de dollars américains par rapport à la période de l'an dernier. Au cours de ces 6 derniers mois, l'Allemagne a été le plus grand importeur de 37 000 tonnes de café éthiopien, suivi par l'Arabie saoudite et le Japon. Il a déclaré que les résultats étaient une réduction de la chaîne d'approvisionnement et le fait que les agriculteurs étaient en mesure de fournir leurs produits directement aux fournisseurs et aux exportateurs. Il a déclaré que cela avait raccourci la chaîne d'approvisionnement et permis aux produits d'être commercialisés sans gaspillage et sans qualité. En particulier, il a noté que la réduction des ventes de café d'un mois à 4 mois contribue à l'augmentation de la production et des revenus. L'Éthiopie s'efforce de gagner plus de 1,1 milliard de dollars en exportant 280 000 tonnes de café au cours de l'année budgétaire en cours, a déclaré le directeur général Dr Adounia Dabala. De nombreux Africains expriment leur soutien à la vision du président chinois Xi Jinping sur le multilatéralisme. Il convient de rappeler que le président Xi a fait écho à la nécessité d'une coopération et des intégrations internationales lors de la réunion en ligne de l'ordre du jour du Forum économique mondial. Xi, en particulier dans le contexte de la réponse actuelle du Covid-19, le monde doit explorer de nouveaux moteurs de croissance économique, de nouveaux modes de vie sociale et de nouvelles voie pour les échanges entre le peuple, dans le but de faciliter le commerce frontalier, de maintenir la sécurité et la fluidité des chaînes d'approvisionnement industriel et de promouvoir des progrès réguliers et solides dans la reprise économique mondiale. La mondialisation économique est la tendance de l'époque, a déclaré le président. Un économiste éthiopien et l'un de ses partisans du point de vue du président affirme que le discours du président est opportun dans le monde de l'Afrique en particulier.
Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. L'Éthiopie, l'Égypte, le Soudan doivent nourrir le discours vers la construction de la paix, la coopération, la coexistence mutuelle et le développement sans se nuire. La présidente de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Sahle-Work Zewde, qui a participé à l'équipe nationale de basketball en fauteuil roulant, a déclaré que le handicap ne veut rien dire. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achèvent les journaux du jour. C'est moi Aïda Garremo, restez avec nous avec le reste des programmes. Je vous souhaite une bonne journée.